Alors peut-être, premier point, une idée clé, essentielle, l'Orient est en train de s'occidentaliser, l'Occident de s'orientaliser. Au fond, on trouve de tout partout et tout est dans tout. Chaos, mode d'emploi, quel est le concept clé du livre? Alors la première chose, c'est de comprendre que le monde dans lequel nous vivons est devenu chaotique. Et de comprendre à la fois pourquoi il est devenu chaotique et qu'est-ce que ça veut dire. Alors, je voudrais d'abord vous dire pourquoi il est devenu chaotique. Le monde est devenu chaotique pour essentiellement deux raisons. Le nombre et la connexion. Il y a 150 ans, on était à peu près 1 milliard sur Terre. Oui. Aujourd'hui, on est 7 milliards. En 30 ans, c'est-à-dire même pas une génération humaine, la population mondiale est passée de 3 à 7, voire plus de 7 milliards. Une telle progression ne s'est jamais vue dans l'histoire de l'humanité. J'ai souvent coutume de résumer ça en disant nos parents ou nos grands-parents vivaient dans un monde vide, nous vivons dans un monde plein. Ça, c'est la première chose. L'augmentation du nombre. La deuxième chose, c'est que non seulement on est de plus en plus, mais nous sommes de plus en plus connectés. Nous sommes connectés d'abord parce que nous nous rencontrons de plus en plus. La moitié de l'humanité aujourd'hui à peu près vit en ville. Donc c'est-à-dire qu'avant, on vivait relativement loin les uns des autres, plus ou moins. Mais aujourd'hui, on vit les uns sur les autres. Donc, on est de plus en plus nombreux dans des proportions qui ne sont jamais vues, avec une accélération de l'augmentation qui ne s'est jamais vue également. On vit de plus en plus les uns à côté des autres en ville. On se rencontre de plus en plus, pas qu'en ville, on se rencontre à l'autre bout du pays ou à l'autre bout de la France. Au moment où nous parlons, il y a 1 million de gens dans les airs, dans des avions. Il y a chaque jour plus de 50 000 vols, 50 000 avions qui décollent et qui, si tout va bien, atterrissent. C'est-à-dire qu'on est de plus en plus nombreux, on se rencontre de plus en plus là où on vit et à l'autre bout de la planète. Et puis, bien sûr, le changement majeur, c'est que nous sommes de plus en plus connectés de manière virtuelle. Probablement, bientôt, la moitié de ces 7 milliards sont connectés via Internet. 2014 va quand même être une année extraordinaire dans les manuels d'histoire, je l'espère, puisque 2014 va être la première année qui va avoir plus de téléphones portables sur Terre que d'êtres humains. Alors vous allez me dire, oui, il y en a qui en ont plusieurs. OK, mais quand même, c'est un changement incroyable. De plus en plus de gens, alors pour faire scientifique, on va dire de plus en plus d'acteurs, de plus en plus connectés, ça, ce sont les préconditions pour faire un système chaotique. Une théorie très récente, on va dire une trentaine d'années, 40 ans, si vous voulez. Les théories du chaos nous apprennent qu'un système peut, à un moment donné, on appelle ça le point de déclenchement en français, le tipping point en anglais, le système peut sortir de l'équilibre. Et là, il se passe plusieurs choses. La première chose, c'est que les théories du chaos nous apprennent qu'il ne pourra jamais revenir à l'équilibre. Et une des raisons pour lesquelles il ne peut pas revenir à l'équilibre, c'est que là... L'équilibre précédent. À l'équilibre précédent, on va y venir. Nouvel équilibre. On va y venir. Il ne peut pas revenir à l'équilibre précédent. Une des raisons, c'est qu'il y a non plus des boucles de rétroaction négatives, mais ce qu'on va appeler des boucles de rétroaction positives. Alors pour faire simple, ça serait un thermostat qui serait devenu fou. Plus il fait chaud, plus il met le chauffage. Et plus il fait chaud, plus il remet le chauffage. Alors je vais vous donner des exemples dans la vie de tous les jours d'aujourd'hui. Par exemple, je peux dire, plus il y a de gens sur Facebook, plus il y a de gens sur Facebook. Ben oui, si on est 10, si on est que tous les 3 sur Facebook, ben ça n'intéresse personne. Si on est 1000, là, peut-être que ça intéresse du monde. Mais si on est 1 milliard ou plus, tout le monde veut venir sur Facebook. Et donc, je peux dire, plus il y a de gens sur Facebook, plus il y a de gens sur Facebook. Parce qu'on est dans un système de plus en plus connecté, on voit apparaître ces phénomènes de rétroaction positive. Et je vais dire d'une autre manière, le système sort du contrôle. Et c'est ça qui est un point important, on ne peut plus contrôler. Le thermostat, ça ne marche plus. On ne peut plus contrôler le système. La question qu'on peut se poser, c'est... Qu'est-ce qui se passe après? Alors, les théories du chaos nous apprennent qu'il peut se passer deux choses. Après la sortie de l'équilibre, le système peut s'écrouler. Le système peut s'effondrer. C'est le deuxième principe de la thermodynamique. Dit autrement, tout redeviendra poussière.
dite chaotique, il peut y avoir de l'ordre qui émerge du désordre. Et c'est pour ça que je dis que le chaos, ce n'est pas le bordel. Le chaos, c'est comprendre que derrière ce qui paraît bordélique, chaotique en tout cas, il peut y avoir un ordre caché et qu'il peut émerger de l'ordre. Et du point de vue de l'humanité, parce que c'est le premier sujet qu'on a abordé, ben, on pourrait se poser la question, et s'il émergeait un nouveau système où nous pourrions vivre harmonieusement à 7 milliards, un peu plus, un peu moins, beaucoup plus, je ne sais pas, où chacun pourrait avoir accès à l'éducation dont il a envie ou dont il a besoin, un minimum d'accès à la santé dont il a besoin, un minimum de nourriture, où chacun fait, les enfants font ce qu'ils ont envie de faire. Voilà, il peut. Avant, je voudrais insister sur une chose, c'est l'humanité a effectivement traversé un certain nombre de ces transitions-là. La grande différence dans cette transition-là, c'est le temps et l'échelle. C'est la première fois qu'une telle transition va se passer à l'échelle d'une vie humaine. Oui. Toutes les transitions précédentes se sont faites sur des milliers d'années, ou des dizaines, ou des centaines d'années. C'est la première fois qu'une telle transition va se passer en quelques dizaines d'années, et donc à l'échelle d'une vie humaine. Et c'est ça qui fait que c'est important de comprendre les théories du chaos, et c'est ça qui fait qu'on est sorti de l'équilibre. Parce que quand un système gère cette transition, quand l'humanité gère une transition sur plusieurs dizaines ou centaines ou milliers d'années, on n'est jamais trop loin de l'équilibre. Il n'y a pas trop d'effet de choc. Alors qu'aujourd'hui, ces changements qui se passent sur quelques dizaines d'années, l'échelle d'une vie, ça ne s'est jamais vu. Oui, aussi rapidement. En Chine, d'acheter et d'utiliser Windows 8. Parce que un sous-traitant de la NSA a soudainement apparu. C'est un effet papillon. Alors, c'est qui aujourd'hui les petits papillons pour répondre à votre question? D'abord, vous m'avez posé la question, c'est qui le Einstein? C'est qui le Léonard de Vinci? Ben, je ne sais pas s'il y en a, et je ne sais pas s'il va y en avoir. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait une personne dont on entende parler, ça c'est peut-être l'ancien modèle. Je vais m'expliquer. Par exemple, quand on parle de la mécanique classique, on peut dire, allez, c'est Newton, on peut en mettre quelques autres. Hein. Mais on peut nommer la personne. La relativité, c'est Einstein, on peut le nommer. La mécanique quantique, allez, ça devient plus difficile. Il va y en avoir quelques-uns, mais enfin, ça tient sur les doigts d'une main, deux mains. Allez, si on s'y met à tous, on va faire... Les théories du chaos, si vous me demandez qui a inventé les théories du chaos, eh ben, je ne peux pas vous répondre. Parce qu'il y a trop de personnes et trop de personnes de plusieurs domaines. C'est un peu comme les mathématiques modernes, qui étaient en fait une bande de mathématiciens qui ont inventé ça, sous d'ailleurs un pseudonyme, en faisant croire que c'était un mathématicien, alors qu'en fait ils étaient... Et les théories du chaos, les théories du chaos ont émergé dans plein de sciences différentes, essentiellement l'économie, le vivant, la biologie, et puis bien sûr la finance. La finance, parce que c'était très intéressant et ça l'est toujours pour eux. Donc déjà, première chose, je pense qu'on va voir apparaître non pas un papillon, mais plein de petits papillons. Plein de petits papillons. Et pour répondre à votre question, c'est qui aujourd'hui les papillons, les signes d'innovation? Moi, j'ai envie de proposer d'abord, aujourd'hui, jusqu'à maintenant, les grands innovateurs, au cours des 150 dernières années, ont été des innovateurs essentiellement scientifiques ou technologiques. Il y a, vous l'avez rappelé au tout début de nos échanges, il y a trois manières de comprendre le monde, finalement, dans l'histoire de l'humanité. Il y a, on va dire, les religions, les spiritualités, il y a la philosophie, et puis il y a la science, les sciences d'une manière générale. Et selon les époques, il y en a un qui a plutôt été dominant. Alors on vient de vivre 150, 300 ans où c'était plutôt la science. Première chose qui va apparaître aujourd'hui, je pense qu'on va voir apparaître les nouveaux hommes de la Renaissance ou les hommes de la nouvelle Renaissance. Ce sera peut-être des femmes d'ailleurs surtout, ces nouveaux hommes. Des gens qui vont être capables d'avoir une approche pluridisciplinaire, une approche intégrale, des gens qui vont être capables de se réapproprier tout ce qu'ils peuvent trouver dans les enseignements qui viennent des spiritualités, de la science et de l'art, par exemple. Alors,
Moi, je pense que les plus grandes innovations aujourd'hui, après 150 ans d'innovation technologique, après 10, 20, 30 ans d'innovation technologique ahurissante, et après probablement encore quelques décennies, je pense que l'enjeu est probablement au niveau des innovations sociales. Finalement, si on regarde ces 30 dernières années, et même ces 200 dernières années, au niveau de l'innovation sociale, qu'est-ce que j'entends social? C'est comment on vit ensemble. Oui. Comment on crée ensemble, comment on innove ensemble, comment on travaille ensemble, comment on crée de la valeur, comment on crée de nouvelles idées, finalement. Donc, recherchez les nouvelles formes d'innovation, ne recherchez pas des individus. Recherchez à la limite des groupes d'individus. Tapez Gift Economy, open source, ça y est, maintenant c'est trop tard pour rechercher ça, c'est déjà du passé. Mais je crois que ces vraies formes d'innovation, toutes ces formes d'innovation sont là. La manière d'apprendre, la manière de diffuser de l'information. Ça, c'est des formes d'innovation qui, à mon avis, sont beaucoup plus importantes. Après, on peut toujours retrouver quelques noms. Mais même là, on s'égare parce qu'en général, ce n'est pas une personne. Comme pour les théories du chaos, c'est des personnes. Et qui, d'ailleurs, en général, ne veulent surtout pas qu'on parle d'eux. Ils ont envie qu'on parle de ce qu'ils font. Et donc, on trouve plein d'informations sur les formes d'innovation et pas forcément. Une deuxième chose que nous apprennent les vivants, c'est les échanges. Et là, j'ai envie de parler de communication. Votre écosystème, il sera innovant s'il est surcommunicant. C'est-à-dire si les gens, je ne sais pas, mais une sorte de foisonnement délirant, moi, je ne sais pas, que les gens ils communiquent par tous les moyens, ils se rencontrent en vrai, ils communiquent par tous les moyens disponibles aujourd'hui, disponibles demain, ils inventent les leurs surtout. Donc s'il y a un maximum d'échanges, plus il y a d'échanges, plus la cellule, la nouvelle cellule, votre écosystème, qui vont porter dans certains cas, les innovations technologiques vont aussi être des innovations collaboratives. On ne pourra pas plus dire c'est une personne, ça va être un groupe de personnes. Donc voilà pourquoi j'essaie de résister à ne pas vous donner des noms. J'ai craqué pour les artistes. Non, mais ce qu'on demande, ce n'est pas tellement des noms, c'est des manifestations. Des exemples de la matière sous les mots que vous employez. Sinon on pourrait vous dire, vous et les prophètes. Bien sûr. On peut faire le lien avec ce que vient de dire Bruno, avec toute l'analyse du concept de meute. C'est Gilles Deleuze, par exemple. Gilles Deleuze a beaucoup travaillé cette question de qu'est-ce que c'est qu'une meute versus une hiérarchie, ou qu'est-ce que c'est qu'un groupe informel qui échange de l'information, comment ça se passe, etc. Bon, après, Michel Maffesoli l'a un peu repris autour de la notion de la tribu. Mais la tribu postmoderne, elle est tout de même très, très différente de la tribu chasse-cueillette. Alors, effectivement, il y a une forme de bande, de groupe humain qui se déplace d'une manière tout à fait particulière. Mais justement, si on reprend cette idée, et je vais bientôt donner la parole à Jean-Charles, parce qu'il n'a pas encore beaucoup parlé, mais et là, ça recoupe d'ailleurs tes questions de biologiste. Il n'y a pas que des questions de biologiste. Voilà, Jean-Charles. Alors j'espère, Jean-Charles, j'espère qu'il va nous poser justement plein de questions. Je me coupe moi-même. J'espère qu'il va nous poser plein de questions de l'ordre de la biologie, parce que je pense que c'est une grille de lecture extrêmement intéressante. Moi, j'ai des questions par rapport à des réactions, pas seulement de biologistes, mais aussi, je dirais, d'universitaires. J'ai en lien aussi avec les entreprises et leurs problématiques. Tout d'abord, dans l'intervention que vous venez de faire, il y a des choses qui sont un peu perturbantes dans le sens où, pas dans le sens du propos, mais par rapport à des idées qu'on peut se faire. On parle d'écosystème innovant. Quand on parle d'écosystème, on a parfois l'idée d'une complexité, même plus qu'une idée, d'une complexité, d'un ensemble d'acteurs, d'une biodiversité, de quelque chose finalement qu'il est impossible à modéliser. Et puis, quand on parle du chaos, on peut imaginer la même chose. Or là, vous abordez le chaos avec un mode d'emploi. Moi déjà, je me dis, est-ce qu'il y aurait aussi peut-être un mode d'emploi des écosystèmes? Parce qu'après tout, s'il y a un mode d'emploi dans le chaos, il y a peut-être aussi un mode d'emploi pour comprendre les écosystèmes. Et ma question, elle est la suivante. J'ai un peu de difficulté quand on parle de transition ou de mutation, parce que pour un biologiste, les transitions, les mutations, les évolutions,
ça évoque un certain sens. Quand on parle de transition, alors qu'elle soit fulgurante, qu'elle soit troisième révolution industrielle ou autre, on se demande s'il y a des différences entre des transitions chaotiques ou des transitions évolutives. Est-ce que la seule différence entre les deux, c'est juste une question d'échelle de vitesse, auquel cas on se dirait, après tout, la transition fulgurante, la transition troisième révolution industrielle, c'est juste une évolution normale. Mais à l'heure actuelle, puisqu'on est de plus en plus nombreux, puisque le temps va de plus en plus vite, puisqu'on est connecté, elle apparaît comme une rupture, comme un chaos. Or, si on regarde un peu, finalement, c'est juste une transition comme les autres. Vous avez dit aujourd'hui, c'est plus une, deux, trois transitions, c'est des centaines et des milliers. Peut-être qu'un jour, un Américain ou un Européen écrira la 3400e transition révolution industrielle. Donc ma question, c'est comment est-ce qu'on peut différencier de manière plus précise la différence entre quelque chose qui est vraiment une rupture avec quelque chose qui est juste une évolution accélérée. Autrement dit, est-ce qu'aujourd'hui des dinosaures pourraient se transformer en 1/10 de seconde en oiseau? Est-ce qu'un effet papillon, au lieu de déclencher un ouragan à l'autre bout de la planète, ne pourrait pas le déclencher vraiment à proximité, donc le tsunami à 3 mètres du papillon? Donc voilà, ce qui ferait la différence entre ce qu'on pourrait percevoir comme une transition ou comme une véritable rupture. Oui, alors c'est très intéressant la question que vous posez, ça me fait penser à plusieurs choses. D'abord, c'est... on va voir qu'est-ce que peut nous inspirer sur le vivant, mais on va voir ça après. J'ai perdu le fil de ma pensée. On peut imaginer qu'il y ait une confusion, c'est-à-dire qu'on peut imaginer que tout ce qu'on appelle rupture, chaos, c'est juste une évolution normale des choses, sauf qu'à l'heure actuelle, tout est accéléré. C'est-à-dire qu'on est juste devant une évolution comme les autres. La seule chose qui a changé, vous l'avez souligné tout à l'heure, en tout cas, c'est l'échelle et le nombre. Donc, est-ce que c'est juste ces caractéristiques qui font le changement, ou ça va beaucoup plus loin? Par exemple, le sol peut s'écrouler, on peut se retrouver à 15 mètres sous le sol. Ah, ce n'est pas une évolution, ça, c'est un chaos, c'est une rupture. Oui, alors merci beaucoup. Il y a plusieurs choses que ça m'inspire. La première chose, c'est, je parlerai... Il y a, si vous regardez aujourd'hui dans l'histoire des civilisations, l'histoire de la pensée, deux grandes manières de résoudre un problème. Il y a la manière occidentale, c'est celle que vous allez retrouver au moins en grande partie aux États-Unis, en Europe, avec, on va le voir dans la Silicon Valley, déjà de l'émergence de nouvelles manières. Et puis il y a la pensée chinoise, asiatique, et là aussi, on voit émerger de nouvelles manières. Je vais y venir. Il y a deux manières de penser pour résoudre un problème, pour innover. Il y a la méthode déductive et il y a la méthode inductive. Alors ça veut dire quoi tout ça? La méthode déductive, c'est vous êtes face à un problème, la première chose que vous cherchez à faire, c'est à comprendre le problème. Vous cherchez à le comprendre. Et vous ne sautez pas sur le problème. D'ailleurs, si vous sautez sur le problème, les gens vont vous dire « mais attends, mais c'est complètement idiot ton truc, mais réfléchis avant d'agir. Ça n'a pas de sens ton truc. Mais attendez les gars, là, on va où? On ne sait même pas où on va. » Et ça, c'est très lié à notre vision du temps d'ailleurs, vision du temps linéaire. Parce que quand vous avez une vision du temps linéaire, ce qui est le cas en Occident, ce qui est important, c'est de savoir où vous allez. Objectif, target, goals. Et si vous ne savez pas où on va, eh ben, on ne peut pas y arriver. Donc il va falloir identifier d'abord où on veut aller, et après on va chercher à analyser le problème, à trouver les causes racines du problème, à trouver un modèle qu'on va pouvoir appliquer au problème. Une fois qu'on a compris, ou qu'on croit avoir compris, là on va pouvoir définir notre stratégie. C'est bon, on a compris, voilà comment on va faire. Et après, et seulement après, on commence à implémenter ce que je vais appeler les solutions ou notre plan d'action. Méthode déductive, il faut comprendre. Il faut comprendre avant d'agir. Ça, c'est la méthode occidentale. C'est la pensée occidentale. La pensée asiatique est radicalement différente. D'abord parce que le temps n'est pas linéaire, donc on ne sait pas trop où on va, on vit, je simplifie à outrance, là, au risque de caricaturer bien évidemment. Donc ce qu'on va faire dans la méthode inductive, on va essayer. Et puis si ça marche bien dans ce tour-là, tant mieux. Et si ça ne marche pas, eh ben, le coup d'après, on essaiera autre chose. Donc ça va être une méthode beaucoup plus par expérimentation. On va essayer, on va chercher le détail dont on va pouvoir se servir. On ne va pas chercher une stratégie, on va chercher une opportunité. On va avoir une approche extrêmement séquentielle. La méthode déductive, la nôtre, comprendre, réfléchir, analyser, trouver les causes racines, est parfaitement adaptée à la résolution de problèmes très complexes
dans un environnement suffisamment stable. Si vous voulez envoyer un satellite ou une sonde sur Mars, c'est parfaitement adapté. Bon, tout bouge, on sait exactement à peu près comment ça bouge, on a le temps, on n'est pas à 3 semaines près. Donc c'est parfaitement adapté à résoudre des problèmes très complexes dans des environnements relativement stables. Et donc c'était parfaitement adapté à résoudre tous les problèmes complexes qu'on a voulu résoudre au cours de ces dernières 150 ou 30 dernières années. Et on a été capable, de manière incroyable, à résoudre des problèmes d'une complexité inimaginable. Par contre, très important, cette méthode est totalement inadaptée à résoudre des problèmes dans un environnement qui n'est pas suffisamment stable. Je m'explique. S'il vous faut 3 mois pour développer un nouveau produit, vous travaillez dans la téléphonie mobile ou dans autre chose, hein, et que votre environnement change de manière significative tous les mois. Nouvelles technologies, vos clients changent d'avis, vos organisations, la réglementation change, votre truc est totalement inutile. À l'inverse, la méthode inductive, elle n'est pas super adaptée, et c'est pour ça d'ailleurs que ce n'est pas en Asie qu'on a vu les plus grandes émergences technologiques au cours des 150 dernières années. Elle n'est pas parfaitement adaptée pour résoudre des problèmes très complexes. Par contre, dans un environnement extrêmement instable, il n'y a pas mieux. Là, vous êtes à la recherche de n'importe quelle opportunité. Ah, tiens, il y a un nouveau truc, Aujourd'hui, dans le monde chaotique dans lequel nous vivons, nous avons à résoudre des problèmes de plus en plus complexes dans des environnements de plus en plus instables. Et donc aujourd'hui, il va falloir être capable de se réapproprier les deux choses. Et là, on commence à avoir un petit truc qui peut nous aider pour trouver la voie des nouvelles formes d'innovation, c'est être capable de remplacer le « ou » par le « et ». Dans un monde chaotique, il y a un truc qu'on ne peut pas se permettre, c'est le « ou » exclusif. On le peut dans certains domaines, mais il va falloir être capable de faire de l'inductif et le vivant, comment il a fait pour s'adapter? Eh bien, on peut identifier un certain nombre de caractéristiques. Je ne sais pas si on va toutes les voir, mais je voudrais en citer quelques-unes. D'abord, un but plus élevé. Et je pense que dans un écosystème innovant, eh ben, il faut que chaque partie prenante, stakeholders en anglais, il sache qu'il est là pour un but autre que quelque chose qui le dépasse. Une deuxième chose que nous apprennent les vivants, c'est les échanges. Et là, j'ai envie de parler de communication. Votre écosystème, il sera innovant s'il est surcommunicant. C'est-à-dire que si les gens, je ne sais pas, mais une sorte de foisonnement délirant, moi je ne sais pas, que les gens ils communiquent par tous les moyens, ils se rencontrent en vrai, ils communiquent par tous les moyens disponibles aujourd'hui, disponibles demain, ils inventent les leurs surtout. Donc s'il y a un maximum d'échanges, plus il y a d'échanges, plus la cellule, la nouvelle cellule, votre écosystème, l'altérité. L'altérité. Le vivant accepte l'altérité. Il accepte que l'autre est différent. La cellule du pouce, elle sait qu'elle n'est pas pareille que la cellule du cœur ou du cerveau. Tant que ça reste dans le même organisme. Oui, absolument, absolument. Après, et ça n'empêche pas de dormir. Ouais, et ça n'empêche pas de dormir. Mais je suis en train de parler de votre écosystème innovant. Je suis en train de répondre à comment faire un système innovant. Ben, je vous réponds. Il faut... l'efficacité. Le vivant est extrêmement efficace. Il sait vivre finalement avec très peu de choses. Il a la rareté et en plus, il ne stocke pas. L'innovation, comment on dit, l'innovation modeste ou l'innovation frugale. Frugal. Et probablement il va falloir... je pense que dans le domaine purement de l'entreprise, aujourd'hui, si vous nous demandez quels sont les plus grands enjeux, pour survivre d'abord, hein, parce que regardons ce que fait le contrôle, parce que à l'équilibre on peut contrôler. Hein. L'industrie du disque, moi je me rappelle, c'était mes premiers clients, donc ils m'expliquaient on va contrôler, on va mettre des digital rights management, on va poursuivre nos clients. Idée du point de vue commercial assez intéressante. L'industrie du disque s'était effondrée de combien, 50% en 5 ans, 7 ans, on ne sait pas exactement combien d'industries pourraient survivre avec un tel effondrement. Le contrôle ne marche plus. Ce qui marche dans un système, et ça, le vivant nous l'apprend énormément, le contrôle ne marche pas, ce qui marche, ce sont les process de régulation. Aujourd'hui, l'enjeu dans le domaine de l'entreprise, pour survivre et pour se développer, pour évoluer, pour innover, c'est de mettre en place des processus de régulation, et là, par contre, alors là, je peux vous donner des exemples, hein, des processus de régulation et identifier les pionniers. Je vais revenir à mes histoires de petits papillons.
Tous les papillons ne vont pas déclencher des tempêtes. Tous les pionniers dans votre entreprise ne vont pas déclencher une révolution. Mais aujourd'hui, vos nouveaux modèles, vos nouveaux produits, vos nouveaux types de services que vous allez vendre, ce n'est pas forcément, peut-être que oui, peut-être que non, votre bureau ou votre département R&D qui va le découvrir. Ce n'est pas votre directeur marketing ou de l'innovation qui va le trouver. C'est un petit papillon quelque part. Et aujourd'hui, les organisations telles qu'elles sont faites, et c'est normal, comme Michel l'a décrit, le système hiérarchique nous a permis de faire des choses extraordinaires, de bâtir des pyramides, d'envoyer des satellites dans le ciel. Ça a marché. Ça marche plus. Aujourd'hui, je dis, un des enjeux, c'est être capable d'identifier les pionniers, de leur donner un espace collaboratif, en vrai, une salle où ils peuvent se rencontrer, en virtuel, où ils peuvent travailler à distance à une échelle mondiale. Identifier les pionniers, leur donner la capacité de se développer et ne pas écraser